Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous opposé à l'utilisation quotidienne des transports en commun à la place de la voiture? A. Il/elle est favorable à l'utilisation quotidienne des transports en commun. B. Il/elle est défavorable à l'utilisation quotidienne des transports en commun. C. Il/elle est favorable à l'utilisation des transports en commun sous certaines conditions. D. Il/elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Honnêtement, je ne peux pas imaginer ma vie sans voiture. J'habite en périphérie de la ville et les transports en commun ne couvrent pas cette zone efficacement. Le bus passe toutes les heures, et le train est souvent en retard. Avec mes horaires irréguliers, c'est tout simplement ingérable. De plus, j'apprécie le confort, l'intimité et la flexibilité qu'offre la voiture. Pour moi, remplacer la voiture par les transports, c'est perdre en qualité de vie. Je comprends l'argument écologique, mais il n'est pas suffisant pour me convaincre. Personne B. Je pense que les transports en commun sont une excellente alternative, surtout dans un contexte de crise climatique. Certes, ils ne sont pas parfaits, mais avec des investissements adéquats, ils peuvent devenir une vraie solution de mobilité durable. Personnellement, j'ai vendu ma voiture l'année dernière et depuis, je prends le métro tous les jours. C'est économique, moins stressant et je fais même plus d'exercice. Il faut juste que les villes s'adaptent aux besoins des usagers. Donc oui, je suis pour leur usage quotidien. Personne C. Je crois que la question n'a pas de réponse universelle. Tout dépend du contexte géographique, professionnel et familial de chacun. Dans une grande métropole, les transports en commun sont souvent efficaces et rapides. Mais dans les zones rurales ou semi-rurales, cela devient compliqué. Je ne suis ni entièrement pour, ni complètement contre. Il faut évaluer chaque situation au cas par cas. Ce qui est essentiel, c'est d'offrir une diversité de moyens de transport pour que chacun choisisse ce qui lui convient le mieux. Êtes-vous d'accord que les enfants doivent obligatoirement aller à la maternelle? A. Il/elle est favorable à l'obligation d'aller à la maternelle. B. Il/elle est opposée à l'obligation d'aller à la maternelle. C. Il/elle est favorable sous certaines conditions. D. Il/elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. À mon avis, la maternelle est essentielle pour le développement des enfants, non seulement sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan social. Les petits apprennent à interagir avec d'autres, à suivre des règles, à devenir plus autonomes. Ce sont des compétences qu'on ne peut pas toujours développer à la maison. Certes, tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins, mais une fréquentation régulière de la maternelle permet d'assurer une certaine égalité des chances. Je pense donc qu'elle devrait être obligatoire, au moins à partir d'un certain âge. Personne B. Je ne suis pas convaincu par l'idée de rendre la maternelle obligatoire. Chaque enfant évolue à son propre rythme, et certains peuvent bénéficier davantage d'un environnement familial pendant les premières années. De plus, cela dépend aussi beaucoup des structures disponibles. Certaines maternelles sont surchargées et manquent de personnel qualifié. Forcer tous les parents à inscrire leurs enfants sans garantir une qualité d'accueil équivalente me semble injuste. Personne C. Je comprends bien les arguments pour et contre. Personnellement, j'ai inscrit mon fils à la maternelle à 3 ans, et ça s'est bien passé. Mais je connais aussi des enfants qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter. Ce n'est pas une décision simple. Je dirais que ça devrait rester une option, avec un accompagnement adapté pour les familles qui hésitent. Donc je ne suis ni totalement pour, ni totalement contre.
Êtes-vous opposé à l'utilisation des lunettes pour lire? A. Elle est favorable à l'utilisation des lunettes pour lire. B. Elle est défavorable à l'utilisation des lunettes pour lire. C. Elle est favorable à l'utilisation des lunettes pour lire sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Pour être honnête, je trouve que les lunettes sont une solution temporaire à un problème qui pourrait être résolu autrement. Je ne suis pas contre leur utilisation dans certaines situations urgentes, mais je pense qu'il est préférable d'explorer d'autres alternatives avant de se tourner vers les lunettes. Les yeux ont besoin d'exercices réguliers pour rester en bonne santé, et une dépendance aux lunettes peut entraîner des problèmes à long terme, comme l'aggravation de la myopie. Personne B. Je comprends bien que certaines personnes puissent être réticentes à porter des lunettes, mais pour ma part, je pense que c'est la meilleure option. Avant, je n'aimais pas l'idée de devoir porter des lunettes pour lire, mais j'ai vite compris qu'elles sont réellement indispensables pour préserver la santé de mes yeux. J'ai essayé d'autres solutions comme des gouttes pour les yeux ou des exercices, mais rien n'a vraiment fonctionné. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans elles. Elles me permettent de lire confortablement sans me fatiguer les yeux. Je suis d'accord qu'il faut éviter de trop s'exposer aux écrans, mais pour la lecture traditionnelle, les lunettes restent la solution la plus efficace. En plus, elles sont devenues un peu une partie de mon quotidien, et j'ai même choisi des montures stylées pour les porter avec plaisir. Personne C. Je suis un peu partagée sur ce sujet. D'un côté, je comprends pourquoi certaines personnes sont contre l'utilisation des lunettes pour lire. Après tout, ce n'est pas une solution naturelle et cela peut nous rendre dépendants d'un accessoire extérieur pour accomplir des tâches simples. Cependant, d'un autre côté, je vois aussi l'avantage des lunettes dans des situations où elles sont vraiment nécessaires. Par exemple, certaines personnes, comme mes parents, ont une vue tellement altérée qu'il n'y a pas vraiment de choix autre que de porter des lunettes. Mais moi-même, j'essaie de limiter leur utilisation, car je crois que cela peut être un signe qu'on ne prend pas assez soin de sa vue. Je pense qu'on devrait d'abord essayer d'améliorer naturellement notre vue, et si ça ne marche pas, alors recourir aux lunettes. Il y a aussi des alternatives comme les lentilles de contact ou même des techniques de relaxation visuelle, qui peuvent être efficaces. Êtes-vous favorable à la chasse des animaux domestiques? A. Elle est favorable à la chasse des animaux domestiques. B. Elle est défavorable à la chasse des animaux domestiques. C. Elle est favorable à la chasse des animaux domestiques sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Je suis contre la chasse des animaux domestiques, c'est une pratique qui me choque profondément. Les animaux domestiques, contrairement à leurs cousins sauvages, dépendent entièrement des humains pour leur bien-être et leur survie. Les laisser être tués sous prétexte de régulation ou de sport est inacceptable. Bien sûr, il y a des situations où certains animaux peuvent devenir nuisibles, mais il existe d'autres solutions comme la stérilisation ou l'adoption. La chasse devrait se concentrer sur la protection de l'environnement et non sur des créatures qui ont été élevées dans nos foyers et qui nous font confiance. À mes yeux, tuer un animal domestique pour le plaisir ou par négligence est un acte cruel. Personne B. Je comprends que la chasse des animaux domestiques puisse paraître choquante pour certains, mais il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel cela se produit. Dans certaines régions, les animaux domestiques sont responsables de dégâts considérables, notamment dans les zones rurales où ils peuvent perturber les écosystèmes locaux en chassant des espèces protégées ou en détruisant les cultures. De plus, il est important de se rappeler que la chasse, lorsqu'elle est pratiquée de manière contrôlée et régulée, peut faire partie d'un équilibre écologique nécessaire. Je ne suis pas totalement favorable à la chasse des animaux domestiques, mais je pense qu'il peut y avoir des cas où cela s'avère nécessaire pour préserver l'environnement et les espèces locales.
Personne, C. Je pense que chaque situation est unique, et que la question de la chasse des animaux domestiques ne peut pas être répondue de manière universelle. Bien sûr, tuer des animaux pour le sport est inacceptable, mais il y a des circonstances où cela pourrait être justifié, notamment dans des régions où des animaux domestiques sont élevés de manière excessive et où ils deviennent un véritable fléau. Par exemple, dans certains pays, les chiens errants ou les chats sauvages envahissent les zones urbaines et peuvent causer des dommages importants. Cependant, il est crucial que toute chasse soit strictement régulée et encadrée, pour ne pas devenir une pratique abusive. Je ne peux pas dire que je sois pour ou contre de manière absolue, mais il faut prendre en compte la situation locale. Êtes-vous favorable à la participation à des grèves syndicales en cas de baisse de salaire du personnel? A. Il est favorable à la participation à des grèves syndicales. B. Il est défavorable à la participation à des grèves syndicales. C. Il est favorable à la participation à des grèves syndicales sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. Personnellement, je pense que faire grève est un droit fondamental des travailleurs, surtout lorsqu'il s'agit d'une baisse injustifiée de salaire. C'est souvent le seul moyen de se faire entendre par la direction quand le dialogue social est rompu. Si on ne proteste pas, cela signifie qu'on accepte des conditions de travail de plus en plus dégradées. Je sais que cela peut déranger certaines personnes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des services publics, mais à un moment donné, il faut faire comprendre que les travailleurs ne sont pas des machines. Dans une situation où les salaires baissent sans explication claire, je participerai sans hésiter à une grève organisée par un syndicat. Personne, B. Je comprends l'importance des mouvements syndicaux, mais je ne suis pas convaincu que faire grève soit toujours la meilleure solution. Cela peut entraîner des conséquences lourdes, notamment pour les usagers ou les clients, et parfois même aggraver la situation économique de l'entreprise. Avant d'en arriver là, je préfère qu'on explore toutes les possibilités de négociation. Si vraiment aucune solution n'est trouvée et que les salaires sont réduits de manière abusive, alors peut-être qu'une action collective serait justifiée, mais seulement en dernier recours. La grève ne doit pas être utilisée comme une arme automatique. Personne, C. C'est une question très délicate. D'un côté, je comprends que les travailleurs aient besoin de se défendre face à des mesures qui les pénalisent, comme la baisse des salaires. D'un autre côté, participer à une grève a des conséquences non seulement sur l'économie, mais aussi sur les collègues non grévistes et les clients. Moi-même, je ne suis pas certain que j'y participerai. Tout dépend du contexte, de la gravité de la situation, et surtout de la façon dont la direction communique. Si c'est une mesure temporaire, justifiée par des raisons économiques claires, je pourrais comprendre. Mais s'il s'agit d'une mesure abusive, je soutiendrai la grève, sans forcément y participer moi-même. Pensez-vous que les élections soient une solution adéquate pour désigner un président? A. Il est favorable aux élections pour désigner un président. B. Il est défavorable aux élections pour désigner un président. C. Il est favorable aux élections sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. Je reste profondément sceptique face à l'idée que des élections puissent réellement incarner la volonté collective. Trop souvent, elles deviennent un simple théâtre d'apparence, où l'accès au pouvoir est conditionné par la capacité de manipulation symbolique plutôt que par la compétence ou la vision à long terme. De plus, la réduction de choix à quelques candidats présélectionnés par des structures de parti limite la véritable diversité d'opinions. Dans un monde où l'abstentionnisme bat des records et où la défiance envers les institutions est grandissante, je pense qu'il est temps d'imaginer d'autres formes de légitimation politique, plus inclusives, participatives et décentralisées.
Personne, B. À mon sens, le processus électoral, tel qu'il est pratiqué dans la majorité des systèmes démocratiques contemporains, présente certes des imperfections notables, mais demeure le mécanisme le moins arbitraire pour conférer une légitimité populaire à un dirigeant. Certes, les dérives populistes, l'influence des lobbies économiques et les campagnes médiatiques biaisées posent de sérieuses questions quant à l'intégrité du processus. Néanmoins, ces critiques, aussi valides soient-elles, ne doivent pas occulter l'essence même de l'acte électoral, permettre aux citoyens de s'exprimer. En l'absence d'un système alternatif fonctionnel, transparent et équitable, il me paraît difficile d'écarter les élections comme méthode de désignation du chef d'État. Personne, C. Je ne dirais pas que les élections sont intrinsèquement mauvaises, mais il faut reconnaître leurs limites et leurs angles morts. Leur efficacité dépend largement du contexte institutionnel, culturel et éducatif dans lequel elles s'inscrivent. Dans certaines démocraties consolidées, les élections peuvent fonctionner relativement bien. En revanche, dans des pays où les contre-pouvoirs sont faibles et l'éducation civique lacunaire, elles peuvent se transformer en outils de manipulation de masse. Pour moi, ce n'est pas tant la méthode électorale qu'il faut remettre en question, mais plutôt les conditions dans lesquelles elle est appliquée. Il faut envisager des réformes profondes avant de juger de sa pertinence globale.